Je me tenais près du cercueil de chêne verni, exposé dans le salon funéraire. Un endroit d'un luxe presque insolent, rempli d'hommes d'affaires vêtus de costumes impeccables et de femmes qui murmuraient des condoléances mécaniques. L'odeur des lys envahissait tout l'espace, une odeur froide qui ne ressemblait en rien à Augustin. Après 42 années de mariage, je savais parfaitement ce qu'il aimait et ce qu'il détestait, mais personne ne m'avait demandé mon avis. David voulait des fleurs qui donnent une image de réussite. Alors le salon était rempli d'hypocrisie parfumée. Quand il est passé derrière moi, David a posé sa main sur mon bras, mais ce n'était pas un geste tendre. C'était une poussée sèche, brutale, suffisante pour me faire perdre l'équilibre sur mes chaussures basses que je portais depuis des décennies. « Sors de là, maman, tu as fait ton rôle. » Sa voix a tranché l'air comme une lame sans précision, mais avec une violence certaine. Je suis restée droite. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé le visage d'Augustin, enfin détendu, une expression qu'il n'avait jamais eue de son vivant. J'ai senti mon cœur se resserrer en comprenant à quel point j'avais été invisible, même pour ceux que j'avais le plus aimés. Dans un coin du salon, Brune, la femme de David, portait une robe noire dont le décolleté frôlait l'indécence pour une cérémonie funéraire. Ses ongles rouges brillaient lorsqu'elle a croisé mon regard. Elle m'a adressé un sourire de victoire, pas de compassion. À cet instant, j'ai compris qu'ils avaient déjà tout partagé dans leur tête. Les appartements, les actions, les comptes bancaires, les voitures de luxe. Je n'étais plus qu'un obstacle administratif. Le lendemain matin, je suis arrivé en avance au cabinet de Maître Tavares, notaire de la famille depuis plus de 20 années. Son étude occupait un étage entier d'un immeuble de verre dans le centre-ville. Je suis resté quelques minutes dans la salle d'attente, les mains glacées autour de la tasse de café que la secrétaire venait de me servir. Quand David et Brune sont arrivés, ils ont traversé l'espace comme si tout leur appartenait déjà. David a pris place à mes côtés, écartant les jambes jusqu'à m'envahir. Brune s'est installée de l'autre côté, les yeux rivés sur son téléphone, comme si rien de tout cela ne la concernait. Maître Tavares est entré avec une expression neutre. Il a ouvert un dossier authentifié par un confrère et a commencé la lecture du testament d'Augustin, rédigé devant notaire, conformément aux règles françaises. À mon épouse, Thérèse Dubreuil, je laisse la somme de 15 000 € ainsi que la pleine propriété de la résidence familiale. Le temps s'est arrêté. 15 000 €. David a explosé de rire, un rire sec, moqueur, qui a fait sursauter la secrétaire derrière la vitre. 15 000 €? Maman, c'est à peine de quoi tenir 6 mois. Papa a bâti un empire et toi, tu repars avec des miettes. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour mériter si peu? Brune a pouffé et a caché son sourire derrière ses doigts rouges. Maître Tavares a poursuivi, imperturbable. Le reste du patrimoine, évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros, revenait à David. Entreprises immobilières, placements financiers, immeubles de rapport, parts de société. Brune s'est levée en poussant un cri de joie et a enlacé David comme si elle venait de gagner à la loterie. Lui l'a soulevée de terre, la faisant tourner au milieu de la salle de réunion. J'étais là, assise, les mains croisées sur mon sac usé, à les regarder célébrer, tandis que la vie que j'avais bâtie me glissait entre les doigts. Quand finalement le silence est revenu, Maître Tavares a fermé la chemise de documents avec lenteur et m'a adressé un regard insistant. David, toujours euphorique, s'est tourné vers moi avec un sourire condescendant. « Bon, maman, la maison est à toi, c'est vrai, mais soyons réalistes, tu ne peux pas l'entretenir seule. On va t'aider à la vendre et à trouver un petit appartement plus adapté à ton âge. Tu seras plus tranquille. » Sa voix ne contenait aucune trace d'affection. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je ne voulais pas leur offrir une larme. J'ai simplement rangé mes affaires et je me suis levée. Maître Tavares m'a raccompagnée jusqu'au couloir. Avant que je n'entre dans l'ascenseur, il s'est penché vers moi et a murmuré très bas « Madame, ne signez absolument rien sans m'en parler d'abord. Rien. Vous m'entendez ?» J'ai hoché la tête, mais j'ignorais encore pourquoi ce conseil sonnait comme un avertissement. Aujourd'hui, je sais que cette phrase a tout changé. Je croyais que l'humiliation s'était arrêtée dans ce bureau. Je croyais que mon fils ne pouvait pas descendre plus bas. J'avais tort. La véritable tempête n'avait pas encore commencé.
et ce qui allait suivre allait faire basculer toute ma vie. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les jours qui ont suivi la lecture du Testament ont eu la froideur du marbre. La maison, d'ordinaire pleine des bruits d'Augustin, de ses pas lourds dans l'escalier ou de sa voix qui résonnait dans le couloir, semblait devenue immense, glaciale, presque hostile. Je me réveillais tôt. Je préparais du café comme si quelqu'un allait descendre pour en boire. Puis je me rappelais que je vivais seule désormais. Seule dans une demeure trop grande pour mon souffle de femme vieillissante et trop pleine de souvenirs pour que je puisse respirer sans douleur. 3 jours après la réunion chez le notaire, la sonnette a retenti avec insistance. Lorsque j'ai ouvert la porte, David se tenait là, vêtu d'un costume sombre flambant neuf. Brune se tenait juste derrière lui, un sourire artificiel accroché aux lèvres. Elle tenait plusieurs brochures colorées dans les mains. « Maman, nous devons parler de ton avenir », a annoncé David, comme s'il s'adressait à une cliente difficile. Il est entré, sans attendre mon accord, Brune sur ses talons. Ils ont étalé les brochures sur la table du salon. « Regarde, maman, ce sont des résidences seniors de très haut niveau. Certaines sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec piscine chauffée, services médicalisés, salle de cinéma. Tu serais beaucoup plus en sécurité qu'ici, toute seule. » Brune montrait les images avec empressement. « Et puis la maison est bien trop grande pour toi. Elle nécessite un entretien que tu ne peux plus assumer. » Je les ai observées, silencieuses. Leur empressement n'avait rien d'affectueux. Ils parlaient comme des agents immobiliers pressés de conclure une vente. David a ajouté « En vendant la maison dans les meilleures conditions, tu pourrais vivre confortablement jusqu'à la fin de tes jours. Nous avons déjà contacté des experts pour l'évaluer. Ils arrivent dans quelques minutes. » Je n'ai pas eu le temps de protester que 3 hommes ont franchi la porte, munis de tablettes et de carnets. Ils se sont dispersés dans la maison comme si elle leur appartenait déjà. Ils ont évalué la grande armoire en chêne héritée de ma mère, la cristallerie ancienne qui appartenait à ma grand-tante, l'horloge à balancier du couloir, le lustre en cristal acheté par ma mère lorsqu'elle avait enfin pu économiser assez pour se faire plaisir. L'un des experts a même caressé la surface du vieux buffet de ma grand-mère en murmurant « pièce rare, valeur très intéressante ». Chaque mot était un coup de marteau dans mon ventre. David et Brune me regardaient avec impatience. « Tu vois, maman, tout cela peut être transformé en liquidité. Il faut être réaliste. Papa a laissé les actifs à gérer et cela demande des décisions rapides. Toi, tu peux garder tes affaires personnelles, bien sûr. » J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pendant 42 années, j'avais avalé des silences, accepté des humiliations, rangé mes propres rêves derrière ceux d'Augustin et de David. Ce jour-là, je n'ai pas avalé. Je n'ai pas plié. J'ai avancé vers l'expert qui notait la valeur du buffet familial. « Personne ne touchera à ce meuble », ai-je dit d'une voix étonnamment stable. David a roulé des yeux. « Maman, ne fais pas de caprices. C'est un processus normal d'inventaire. » Je me suis tournée vers lui. « Non. Ce buffet appartient à ma famille depuis 3 générations. Il ne faisait pas partie des biens de ton père. C'est un bien propre que j'ai apporté dans le mariage. Il n'a jamais fait partie de la communauté et ne figure sur aucun inventaire successoral. » L'expert a levé les yeux de son carnet, visiblement embarrassé. « Madame a raison. Les biens propres ne font pas partie de la succession du défunt. Si ce meuble lui appartient personnellement, il n'entre pas dans l'inventaire. » David a serré les mâchoires. « On vérifiera ça avec le notaire. »« Vérifie ce que tu veux, » ai-je répondu. « Ce buffet reste ici. » Brune a soupiré bruyamment. « C'est ridicule. Ce sont des vieilleries sans intérêt. »« Pas pour moi, » ai-je répondu sèchement. Les experts se sont figés, mal à l'aise. David a avancé d'un pas, furieux. « Tu deviens vraiment compliqué. Tu n'as plus les moyens d'entretenir ce genre d'objet. Il faut être raisonnable. » Je suis raisonnable. Je dis simplement non. Ce mot a claqué dans l'air, un mot que je n'avais jamais osé prononcer avec autant de force. Les experts ont compris le message. Ils ont rangé leurs outils et se sont dirigés vers la sortie. David est resté quelques secondes à me fixer comme s'il découvrait une inconnue.
Puis il a quitté la maison en claquant la porte, suivi de Brune qui m'a lancé un dernier regard méprisant. Le silence est retombé après leur départ, mais ce n'était plus le silence glacé des jours qui avaient suivi la mort d'Augustin. C'était un silence lourd, chargé de colère et d'un début de courage. Quelques minutes plus tard, on a frappé à nouveau. Lorsque j'ai ouvert, j'ai trouvé Myriam, ma voisine, une femme aux cheveux blancs courts et au regard vif. Elle portait une assiette de gâteaux encore tiède. Je les ai vus partir d'ici comme deux vautours. Qu'est-ce qu'ils t'ont encore fait? Je l'ai laissé entrer et j'ai tout raconté. Les brochures de résidence, l'évaluation forcée, les pressions, le mépris. Myriam a écouté sans m'interrompre, puis elle a posé calmement ses lunettes sur la table. Thérèse, je ne suis pas avocate, mais j'ai vu ce genre de situation avec ma propre belle-sœur il y a quelques années. Elle s'est fait dépouiller par ses enfants avant même d'avoir compris ce qui se passait. Tu n'as signé aucun document? Aucun, ai-je répondu. Parfait. Alors il faut consulter quelqu'un de compétent immédiatement. Ma belle-sœur avait trouvé une avocate spécialisée en droit des successions. Je vais te donner son numéro, et je pense que tu devrais aussi rappeler Maître Tavares. Il avait l'air de vouloir te dire quelque chose. Sa voix ne laissait aucune place au doute. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que quelqu'un se tenait réellement à mes côtés, et j'ignorais encore à quel point cette décision allait bouleverser tout ce qui restait de ma vie. Lorsque Myriam et moi sommes arrivés chez Maître Tavares, la nuit commençait déjà à tomber. Son étude semblait presque déserte. Les couloirs dégageaient cette atmosphère feutrée d'une journée trop longue. La secrétaire était partie, les lumières étaient tamisées, et seul le bureau du notaire laissait filtrer une lueur jaune. Il nous attendait debout, les manches de sa chemise légèrement retroussées, le visage marqué par la fatigue et par une gravité que je n'arrivais pas encore à comprendre. Il nous a invités à entrer et à fermer la porte avec soin. Je me suis assise lentement, les mains jointes sur mes genoux, tandis que Myriam prenait place à côté de moi. Maître Tavares a posé une chemise épaisse sur la table et l'a ouverte avec précaution. Je n'ai pas respiré pendant quelques secondes. « Madame Dubreuil, je vais vous parler avec franchise. Ce que vous avez entendu lors de la première lecture n'était qu'une partie de la situation. Votre mari a pris des dispositions bien plus importantes de son vivant et c'est pour cela que je vous ai demandé de ne rien signer. Il a sorti plusieurs documents, actes notariés, relevés de comptes, contrats d'assurance vie. Votre mari savait depuis plusieurs années que votre fils détournait des fonds de l'entreprise familiale. Il a fait appel à un expert comptable indépendant qui a confirmé la fraude. Faux contrats, fausses factures, transferts vers des comptes personnels. Le montant total dépasse les 2 millions d'euros. J'ai senti le sol se dérober. Je me suis demandé comment un enfant que j'avais porté, nourri, élevé, pouvait devenir un homme capable de voler son propre père. Monsieur Augustin n'a pas voulu porter plainte contre son fils. Il m'a dit qu'il ne supporterait pas de voir David devant un tribunal. Mais il a voulu vous protéger, vous, la seule personne qui, selon ses mots, avait toujours été honnête avec lui. Il a alors étalé une série de documents devant moi. Au cours des 5 dernières années, votre mari a procédé à plusieurs donations en votre faveur. Il a d'abord fait une donation entre époux, ce qu'on appelle une donation au dernier vivant, qui vous donne le choix entre l'usufruit de la totalité des biens ou la pleine propriété de la quotité disponible. Mais il est allé plus loin. Il a pointé un second document. Il a également souscrit 3 contrats d'assurance vie dont vous êtes la seule bénéficiaire. En droit français, l'assurance vie ne fait pas partie de la succession. Elle échappe à la réserve héréditaire. Ces 3 contrats représentent ensemble près de 8 millions d'euros. 8 millions! Le chiffre flottait devant mes yeux comme une abstraction. Cela signifie que David héritera uniquement de ce qui reste dans la succession après les donations et hors assurance vie. Compte tenu des donations déjà effectuées et des primes versées sur les contrats, la part successorale de votre fils se limite à quelques centaines de milliers d'euros, plus les 15 000 euros symboliques que votre mari a tenu à mentionner dans le testament. J'ai levé les yeux vers lui. Mais David peut contester, n'est-ce pas? Il peut demander à récupérer une partie de l'assurance vie? Maître Tavares a hoché la tête. En théorie, oui.
La loi permet aux héritiers réservataires d'exercer une action en réduction si les primes versées sur l'assurance vie sont manifestement exagérées par rapport au patrimoine global du défunt. Mais voici le problème de votre fils. S'il engage cette procédure, il devra ouvrir les comptes de l'entreprise devant le tribunal. Et s'il ouvre les comptes, la fraude qu'il a commise deviendra visible. Il risque alors des poursuites pénales pour abus de biens sociaux et détournement de fonds. La peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Il a marqué une pause. Votre mari a construit cette situation volontairement. Il savait que David ne pourrait pas contester sans se détruire lui-même. C'est un piège parfaitement légal. Myriam a posé sa main sur la mienne. Thérèse, tu comprends ce que cela signifie? Augustin t'a protégée sans violer la loi. Il a simplement utilisé les outils juridiques qui existent. J'ai senti mes yeux brûler, mais je me suis retenue. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maître Tavares a rassemblé les documents. Pour l'instant, rien. La succession va suivre son cours. David recevra sa part légale, réduite par les donations. Il tentera probablement de vous intimider pour que vous renonciez au contrat d'assurance vie ou que vous lui versiez une compensation. Ne cédez à aucune pression. Si les menaces deviennent trop graves, nous pourrons envisager de signaler la fraude aux autorités. Mais tant que vous ne signez rien, vous êtes protégé. Je suis sorti de l'étude notariale, le souffle court. Le ciel était noir, parsemé d'étoiles froides. Je ne savais pas encore comment David allait réagir lorsqu'il découvrirait la vérité. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur. J'avais des droits, et quelqu'un les avait défendus pour moi, même depuis la tombe. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Maître Tavares ont été chargés d'une tension électrique. David ne savait pas encore toute la vérité, mais il sentait que quelque chose lui échappait. Ses appels se sont multipliés, de plus en plus pressants, de plus en plus agressifs. Le premier jour, il a téléphoné 2 fois pour me parler d'un appartement senior qu'il avait trouvé. Sa voix avait cette douceur artificielle qui ne trompait plus personne. « Maman, tu serais tellement mieux dans un endroit adapté. La maison est trop grande pour toi. Tu pourrais tomber, te blesser, rester seule pendant des jours sans que personne ne s'en aperçoive. » J'ai répondu calmement que je réfléchissais. Je ne voulais pas déclencher sa colère avant d'être prête. Le 3e jour, Brune est venue seule. Elle portait un tailleur beige trop serré et un parfum entêtant. Elle a posé sur la table une pile de brochures d'établissements médicalisés. « Thérèse, regardez comme c'est moderne. Il y a des jardins, des animations, des infirmières disponibles jour et nuit. Vous seriez en sécurité. » Puis elle a ajouté, d'une voix plus basse, « Et avec votre âge, une chute peut arriver très vite. Ce serait dommage de finir sur un brancard, parce que personne n'était là pour vous relever. » Je n'ai pas relevé la menace à peine voilée. Je me suis contentée de ranger les brochures dans un tiroir en disant que j'allais y réfléchir. Brune est partie avec un sourire crispé. Le 5e jour, David est venu en personne. Il avait une serviette sous le bras et un air déterminé. Sans même s'asseoir, il a posé sur la table une liasse de documents. « Maman, il faut qu'on parle sérieusement. J'ai appris que papa avait souscrit des assurances vie à ton nom, des sommes importantes. Tu sais que ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je suis son fils. J'ai travaillé toute ma vie dans son entreprise. Cet argent aurait dû me revenir. » Il a poussé les documents vers moi. « Voici un accord à l'amiable. Tu me verses la moitié des assurances vie et on n'en parle plus. C'est équitable. » J'ai regardé les papiers sans les toucher. « Et si je refuse ?» Son visage s'est durci. « Si tu refuses, je fais appel à des avocats. Je conteste les donations. Je conteste les assurances vie devant le tribunal. Je demande une expertise de ton état mental. À ton âge, il suffit de quelques témoignages pour qu'un juge ordonne une mise sous protection. Tu finiras sous curatelle, incapable de gérer quoi que ce soit. Et là, ce sera moi qui déciderai de tout. » J'ai senti mon cœur battre plus fort, mais je n'ai pas baissé les yeux. « Tu veux vraiment aller devant un tribunal, David ?» Il a ricané. « Tu crois me faire peur ?» Je me suis levée lentement. J'ai ouvert le tiroir de la commode et j'en ai sorti une chemise que Maître Tavares m'avait confiée. J'ai posé les documents devant lui, un par un. Voici le rapport de l'expert comptable engagé par ton père. Faux contrat, fausse facture,
Virement vers des comptes à ton nom. Plus de 2 millions d'euros détournés en 5 ans. David a blêmi. Ton père n'a pas voulu te dénoncer. Il m'a dit qu'il ne supporterait pas de te voir en prison. Mais moi, je n'ai pas fait cette promesse. J'ai rassemblé les papiers et je les ai rangés. Si tu engages la moindre procédure contre moi, si tu contestes les donations ou les assurances-vie, ces documents seront transmis au procureur de la République. Abus de biens sociaux, détournement de fonds, faux et usage de faux. Tu sais ce que tu risques? 5 ans de prison, 375 000 € d'amende et une interdiction de gérer une entreprise. David s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Tu n'oserais pas, je suis ton fils. Tu es mon fils? Oui. Mais tu as volé ton père, tu m'as menacé, tu as essayé de me faire passer pour folle. Si tu continues, je n'hésiterai pas. Il m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de rage, de peur et d'incompréhension. Puis il a ramassé sa serviette et il est parti sans un mot, claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Ce soir-là, Myriam est venue prendre le thé. Je lui ai raconté la scène. Elle a hoché la tête lentement. « Tu as bien fait, Thérèse. Il fallait qu'il comprenne qu'il ne pouvait plus te manipuler. » J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était calme, les rosiers commençaient à fleurir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais capable de défendre ce qui m'appartenait. 2 semaines ont passé dans un silence pesant. David n'a plus appelé, n'a plus envoyé Brune, n'a plus menacé. J'ai appris par maître Tavares qu'il avait consulté plusieurs avocats spécialisés en droit des successions. Tous lui avaient donné le même conseil, ne pas contester. La situation juridique était claire. Les donations entre époux avaient été faites dans les règles. Les contrats d'assurance-vie respectaient les conditions légales. Et surtout, toute procédure judiciaire exposerait David à des poursuites pénales pour la fraude qu'il avait commise. Aucun avocat sérieux ne voulait prendre ce risque. Au bout de 3 semaines, maître Tavares m'a convoqué pour finaliser la succession. David devait être présent pour signer les documents de partage. Lorsque je suis arrivé au cabinet, il était déjà là, assis dans la salle d'attente. Brune n'était pas avec lui. Il portait un costume froissé, les yeux cernés, le teint gris. Il ne m'a pas regardé. Nous sommes entrés ensemble dans le bureau du notaire. Maître Tavares a étalé les documents sur la table et a récapitulé la situation d'une voix neutre. La succession de M. Augustin Dubreuil se compose des éléments suivants. Premièrement, la résidence familiale, attribuée à Mme Thérèse Dubreuil en pleine propriété par disposition testamentaire. Deuxièmement, les comptes bancaires personnels du défunt d'un montant total de 87 000 €, à partager selon les règles de la réserve héréditaire. Troisièmement, les parts de la société familiale évaluées à 600 000 € après déduction des dettes et des créances contestées. Il a marqué une pause. Les contrats d'assurance-vie, d'un montant total de 8 200 000 €, ne font pas partie de la succession et reviennent intégralement à Mme Dubreuil en tant que bénéficiaire désignée. Les donations effectuées du vivant de M. Dubreuil en faveur de son épouse sont également hors succession et ne peuvent faire l'objet d'une action en réduction dans les circonstances présentes. David a serré les mâchoires, mais n'a rien dit. En conséquence, M. David Dubreuil recevra sa part de réserve héréditaire sur les biens restants, soit environ 350 000 €, plus les 15 000 € mentionnés spécifiquement dans le testament. 365 000 €. Une somme considérable pour la plupart des gens, mais une fraction infime des dizaines de millions que David croyait hériter. Le notaire a poussé les documents vers nous. Si vous n'avez pas de questions, nous pouvons procéder aux signatures. David a pris le stylo d'une main tremblante. Avant de signer, il s'est tourné vers moi. Sa voix était rauque, presque méconnaissable. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais depuis le début ce que papa avait fait. » J'ai soutenu son regard. « Non, David, je ne savais rien. Ton père ne m'a jamais parlé des donations, ni des assurances-vie. Il a tout organisé sans me consulter, parce qu'il savait que je t'aurais défendu, même après ce que tu lui avais fait. » Il a détourné les yeux. « Et la fraude? Tu vas me dénoncer? » J'ai pris une inspiration. « Non, pas si tu respectes ce qui a été décidé. Pas si tu me laisses vivre en paix.
Ton père ne voulait pas te voir en prison. Je respecterai sa volonté, tant que tu respecteras la mienne. » Il a signé les documents sans un mot de plus. Puis il s'est levé, a pris son manteau et s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je l'ai regardé une dernière fois. Moi non plus, David, moi non plus. La porte s'est refermée doucement. Je suis restée assise quelques minutes, le cœur lourd. Maître Tavares a rassemblé les documents en silence, puis il m'a tendu une enveloppe. Votre mari m'avait demandé de vous remettre ceci après la clôture de la succession. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, de l'écriture tremblante d'Augustin. Ma chère Thérèse, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là et que tout s'est passé comme je l'avais prévu. Je n'ai pas été un bon mari. Je le sais. J'ai été distant, autoritaire, parfois cruel. Tu méritais mieux. Ces dernières années, quand j'ai découvert ce que David faisait, j'ai compris que je t'avais aussi abandonné à lui. Je n'ai pas pu te protéger de mon vivant, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour te protéger après ma mort. L'argent ne rachète pas mes erreurs, mais il peut te donner la liberté que je ne t'ai jamais offerte. Vis, Thérèse, vis pour toi. Augustin. J'ai replié la lettre et je l'ai glissée dans mon sac. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Du soulagement. Et peut-être, enfin, un début de paix. Les semaines qui ont suivi la clôture de la succession ont été étranges, comme si ma vie entière s'était vidée pour laisser place à quelque chose d'inconnu. David a d'abord consulté plusieurs avocats, espérant trouver une faille dans les donations ou les contrats d'assurance vie. Mais tous lui ont donné le même avertissement. Contester exposerait la fraude qu'il avait commise dans l'entreprise familiale. Le risque pénal était trop élevé. Il a fini par renoncer, rongé par l'amertume, mais incapable d'agir. Sur les 365 000 € qu'il avait reçus, une bonne partie a servi à rembourser des dettes personnelles que je ne soupçonnais même pas. Brune, elle, n'a pas attendu de voir la suite. Brune n'a pas attendu longtemps. 3 semaines après la signature des documents de succession, elle a quitté l'appartement conjugal. Elle a laissé une note sur la table, une simple phrase écrite à la hâte « Je ne veux pas d'une vie qui rétrécit ». Elle avait déjà emporté les bijoux, les vêtements de marque et la voiture qu'il avait mise à son nom. Leur histoire s'est dissoute sans fracas, comme une vapeur qui disparaît lorsqu'on ouvre la fenêtre. Pendant que son monde s'effritait, le mien commençait à se reconstruire. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais la liberté de décider de chaque détail de ma vie. J'ai contacté une jeune architecte d'intérieur, pleine d'idées et d'énergie, qui m'a demandé de décrire ce que je voulais. Je lui ai répondu « Je veux une maison qui raconte enfin mon histoire, pas celle d'un mari, pas celle d'un fils. La mienne. » Elle a souri et a posé ses plans sur la table. La transformation a duré 3 mois. Les murs, autrefois beiges, sont devenus bleu céruléum dans le salon, couleur profonde qui semblait ouvrir une fenêtre sur un horizon marin. La cuisine a accueilli des carreaux ocres et bleus, semblables à un soleil en mouvement. Le lustre de cristal de ma mère a été restauré avec soin, chaque pièce polie jusqu'à briller comme un souvenir qu'on refuse d'effacer. Le grand apparateur en noyer de ma grand-mère a été conservé à sa place, mais rénové pour retrouver son éclat initial. Ma maison n'était plus un mausolée d'obligations conjugales ou un théâtre de disputes familiales. Elle était devenue un territoire qui respirait enfin au rythme de ma propre présence. J'ai ensuite décidé de m'inscrire à plusieurs ateliers pour seniors organisés par la mairie. J'ai suivi un cours d'histoire de l'art qui m'a bouleversée. En écoutant parler de femmes peintres oubliées, je me suis reconnue dans chacune d'elles, femmes talentueuses que personne n'avait regardées. J'ai suivi un autre atelier de jardinage où mes mains ont découvert le plaisir simple de planter, de arroser, de soigner. Enfin, Myriam m'a convaincue de rejoindre un groupe de discussion sur les droits des femmes, animé par une juriste. J'y ai trouvé une force collective dont j'ignorais l'existence. Peu à peu, ma maison s'est remplie de rires nouveaux. Un cercle d'amis s'est formé, des femmes de mon âge ou un peu plus jeunes, toutes porteuses de cicatrices et de renaissance.
Nous organisions des goûters, des discussions, des sorties culturelles et même une petite escapade en Bretagne où j'ai vu l'océan déchaîné pour la première fois. Mon jardin, que je n'avais jamais vraiment soigné, s'est couvert de rosiers, de lavande et de pivoine. Les couleurs semblaient dire ce que je n'avais jamais osé dire. Je suis là, vivante. C'est au milieu de cette transformation que David est revenu, plusieurs mois après la décision finale. Il a frappé à ma porte un matin de printemps. Lorsque j'ai ouvert, j'ai découvert un homme changé. Ses épaules n'étaient plus tendues de supériorité. Ses yeux portaient une tristesse sincère. « Maman, je ne viens pas demander de l'argent », a-t-il commencé immédiatement. « Je viens te dire que j'ai trouvé un travail. Ce n'est pas grand-chose, un poste d'assistant administratif dans une petite entreprise de transport, rien à voir avec ce que je faisais avant. Mais c'est honnête. Pour la première fois depuis longtemps, je gagne ma vie sans tricher. Je dors mieux. » Il a baissé la tête. « Je ne demande pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je veux juste essayer d'être quelqu'un de meilleur, un fils. Peut-être. » Je lui ai répondu calmement. « Alors assieds-toi. Bois un café avec moi, et parlons comme deux êtres humains qui veulent avancer. » Nous avons parlé longtemps. Pas pour effacer le passé, mais pour reconnaître ce qu'il avait été. David a commencé à venir une fois par semaine, parfois deux. Nous n'avons jamais retrouvé la relation d'autrefois. En réalité, je ne le souhaitais pas. Nous avons construit une relation différente, honnête, sans me diminuer, sans écraser ce que j'avais enfin appris à comprendre, ma valeur. 1 an plus tard, j'ai été invitée par une association locale à parler devant un groupe de femmes âgées de plus de 60 ans. On m'a demandé de raconter mon histoire pour encourager celles qui se croyaient trop vieilles pour recommencer. Je me suis tenue devant elles, des femmes au regard fatigué mais plein d'espoir, et j'ai raconté chaque étape de ma renaissance. Quand je suis sortie de la salle, j'ai senti un souffle léger passer près de moi, comme un oiseau qui bat des ailes juste au-dessus d'une fenêtre ouverte. J'ai compris alors que ma vie, longtemps enfermée, venait enfin de prendre son envol. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.